Je vois Patrice, après coup, il m'a dit, hein, ça a été un moment, shoot d'ocytocine. Il me dit, j'ai pris une espèce de vague de chaleur dans la tête, indescriptible. Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée. Je suis Laura Lewis, éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieure ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs. Car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Clotilde qui va vous raconter ses 3 enfantements de 4 enfants. Pour son premier bébé qui est né par césarienne programmée à cause d'une position en siège, Clotilde nous parle de cette expérience qui a été difficile surtout au niveau émotionnel et du postpartum avec l'allaitement, l'attachement et quelques traits de caractère de son enfant, mais aussi de la brèche de la dure mère. Pour son deuxième bébé, elle a eu envie d'autre chose et surtout de s'éloigner de l'institution médicale et d'accoucher à la maison. Accompagnée d'une sage-femme, elle donne naissance à son fils. Et lorsqu'ils essaient d'avoir une petite fille, elle arrive accompagnée de son petit frère et le projet d'un accouchement physio tombe à l'eau. Sauf que le cheminement est trop loin chez Clotilde et sa vision de l'accouchement rêvé devient réalité, même avec des jumeaux. Comparé à la surmédicalisation des accouchements de jumeaux qu'on a aujourd'hui, vous allez entendre cet accouchement qui semblerait presque banal, qu'on se demande pourquoi on ne laisse pas la chance aux femmes d'enfanter en puissance. Vous pouvez retrouver Clotilde sur son Instagram à travers la maternité qui vous accompagne si vous attendez des jumeaux. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Clotilde, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va très bien et toi ? Ça va super, merci d'être venue sur le podcast. J'ai trop hâte. Grand plaisir. J'ai vraiment hâte d'écouter tes accouchements. Il y a un beau cheminement, je trouve, dans ton expérience. Le premier accouchement, c'est une césarienne programmée. Césarienne programmée pour siège en 2021. Donc j'avais 21 ans à l'époque, j'étais pas du tout informée et puis je me suis... pas en 2021. Oui, je me suis dit. C'était il y a pas longtemps ça. Voilà, non, j'avais 21 ans justement. Et vu que j'étais pas informée, si tu veux, je me suis laissée porter par le corps médical et ça m'a laissé quand même une blessure longue à cicatriser. D'accord, tu vas nous parler de tout ça. Ensuite, tu as cheminé vers un AAD et ensuite... C'est ça. On a quand même un ANA pour des jumeaux, donc je pense que ça va être une première pour beaucoup de gens. Ouais. Est-ce que tu peux nous... justement, tu nous disais que tu n'étais pas tellement préparée pour ton premier. Est-ce que tu peux nous dire quand même que tu avais fait des choses ou pas du tout et comment ça s'est passé en fait cet accouchement ? Après, j'avais eu la préparation à la naissance classique de la maternité, mais bon, clairement, qui pour moi est totalement obsolète telle qu'elle existe. Parce que on te parle très peu physiologie, on te parle puis bon, c'est vrai que la maternité où j'étais c'était maternité de niveau 2, donc clairement siège pour une primipare c'est césarienne, ils cherchent pas voilà. Et puis moi jeune et bête et disciplinée, j'ai écouté tout simplement voilà. Alors en soi sur le plan médical ça s'est très très bien passé, donc j'ai été césarisée à 39 semaines je crois. J'ai pas eu de complications, mais après sur le plan émotionnel, il en était tout autre. Avec le recul maintenant, je peux le dire, ça m'a laissé un syndrome de l'imposteur énorme quant à l'éducation de mon fils et dans ma vie de femme en fait. C'est-à-dire que j'embrassais, j'habitais le rôle de mère, mais je ne me sentais pas mère. Voilà. Donc ça petit à petit, ça a été réparé avec justement l'accouchement à domicile pour aimer et puis la naissance des jumeaux
totalement simplement. Ouais. Et ça m'a vraiment transformée aussi en tant que femme. Et je peux le dire aujourd'hui, je suis une meilleure mère pour mon fils aîné, du coup. Oui, ça c'est beau, hein. C'est beau. Ouais. J'ai déjà entendu Ouais. des accouchements un peu traumatiques pour le premier, puis après un bel accouchement qui en fait a reconnecté avec C'est ça. les premiers, quoi. Ben, en soi, ma césarienne n'a pas été traumatique, si tu veux. Enfin, j'appelle pas ça un accouchement traumatique, mais c'est sûr que sur le plan émotionnel, bah voilà, j'ai été dépossédée de mon corps. Enfin, clairement, on m'a ouvert en deux. Je suis ressortie avec un bébé dans les bras. Enfin, voilà. Et encore heureux que j'ai eu l'allaitement pour créer ce lien. Mais c'est vrai que et même au niveau de mon fils, ça a conditionné aussi sa personnalité. Ça, j'en reste convaincue. C'est un enfant qui a beaucoup de mal avec la contrainte et qui est très 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 en demande. Que j'existe à chaque seconde. Voilà, c'est mon grand, c'est un amour, mais il est très énergivore du coup. Et donc en fait, moi j'imagine peut-être comme t'étais jeune et peut-être c'était pas trop dans l'esprit avant, tu t'étais pas préparée psychologiquement en fait à cet événement. Alors ce que j'ai entendu des césariennes programmées qu'en fait elles se sont préparées en amont et en fait elles l'ont bien vécu. Et donc là peut-être pas. Pas du tout, parce que une césarienne, alors je mets entre guillemets parce que une césarienne physiologique, je savais pas que effectivement ça pouvait être proposé. Alors à l'époque, moi j'avais eu déjà deux exigences, pardon. Enfin, voilà, c'était hors de question qui me touche tant que mon conjoint de l'époque n'était pas avec moi, et de deux hors de question qui m'accroche les bras. Voilà, ça c'était niet. Et ils avaient été assez conciliants, mais c'est vrai que non, je savais pas, j'étais absolument pas consciente de nos droits, du consentement, de tout ça. Et j'étais pas informée du tout, c'est-à-dire que je savais pas que je pouvais refuser, je savais pas que... Non, pas du tout. Oui. Donc je me suis laissée porter et effectivement je j'ai pas forcément réfléchi. Alors après c'est vrai que moi dans mon éducation j'ai une vision très positive des grossesses et des accouchements parce que j'ai toujours entendu dire ma mère voilà qui en 10 minutes pour moi hop et c'était réglé et qu'elle n'avait jamais été aussi bien qu'enceinte. Donc pour moi c'est vrai que c'était quelque chose qui était forcément naturel et ça devait forcément bien se passer en fait. Et je t'avouerai que ouais, ça a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière l'histoire là. Du coup, ça a été un petit peu moins évident que prévu et même quand la mise en place de l'allaitement derrière, il a fallu que je serre les dents aussi. Ouais. Alors, tu connais bien maintenant, hein, je pense, avec les hormones, tout ça, ça a dû pas mal jouer. Hein. Tout à fait. Donc, en quelques mots, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ou t'as pas spécialement envie d'en parler de celui-là? On va dire que la mise en place de l'allaitement a été difficile. Je suis sortie de là, j'avais déjà des crevasses. Je suis pas forcément tombée sur des personnes qui conseillaient, enfin qui étaient formées tout simplement. Et ouais, au bout de 3 semaines, je voulais tout envoyer bouler parce que j'avais tellement mal. Alors, la journée, je serrais les dents, mais la nuit, je devenais folle. En fait, je tapais dans les coussins à côté pour pas lui taper dessus, peu cher parce qu'il avait rien demandé, mais c'était voilà. Et je suis tombée sur une personne qui m'a aiguillée et qui a permis que je maintienne ça. Et Dieu merci parce que c'est ce qui m'a permis principalement de créer le lien avec mon bébé en fait. Et au final, on a tenu 1 an et demi quand même. Waouh. Et le rétablissement de la césarienne, ça allait aussi ou c'était compliqué? Comment ça se passe pour lui? Alors, la césarienne en soi, aucune complication. J'ai pas eu d'adhérence, j'ai pas eu de... Enfin voilà, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Par contre, j'ai eu la fameuse brèche due à l'arachide, qui soi-disant est une complication très très rare, n'est-ce pas? Oui. Donc, ouais, les 40 minutes premières heures ont été difficiles... dans le sens où il fallait que je reste allongée, sinon j'avais des migraines absolument abominables. Oui, c'est pas si rare que ça. Écoute, sur mon compte Instagram, moi j'ai fait 2-3 sondages et a priori je suis pas la seule du tout. Donc on a tendance effectivement en maternité à minimiser un peu le truc, je pense. Oui, j'ai une femme qui bosse dans un hôpital et un CHU, tu vois. Et en fait, elle disait qu'il y en avait beaucoup parce que souvent, c'était des étudiants qui faisaient ces péridurales, quoi. Et même sans parler de ça, en fait, tu te dis, on colle quand même une aiguille, aussi petite soit-elle, entre 2 vertèbres, on touche la moelle épinière, donc forcément... Faut bien viser. Voilà, ça c'est un autre débat. Oui. Et donc après, t'as eu envie de quelque chose d'autre, j'imagine. Et comment ça s'est passé tout ça, toute cette grossesse, ton cheminement, et surtout...
Est-ce que t'as dû te battre un peu pour un accouchement à domicile après une césarienne? Sincèrement, je sais plus trop bien comment ça s'est passé. Juste, il faut savoir que moi, à la base, je suis professionnelle de santé. Je suis diététicienne nutritionniste. Et c'est vrai que dans ma prise en charge avec mes patients, je me suis souvent confrontée au milieu médical et c'est très compliqué parce que pour trouver des personnes compétentes aujourd'hui, on va pas se mentir, voilà, je sais qu'en termes de connaissances médicales, on a 20 ans de retard en France et sur les protocoles, c'est juste catastrophique. Donc je pense que voilà, le mauvais vécu émotionnel de ma césarienne et puis ce cheminement à travers mon travail ont fait que j'avais pas du tout envie de remettre un pied à la mater, clairement, ou alors avec un projet très physio et voilà, de par mon antécédent, en fait, le peu de rendez-vous que j'ai fait à la mater, déjà, c'était épée de Damoclès, utérus 6-4, péri obligatoire parce que sinon il faut intervenir, blablabla. Donc voilà, déjà ça te pose le décor et t'as pas trop envie de ça, quoi. Et puis, je sais pas, en cheminant, je suis tombée sur un groupe Facebook. J'ai découvert le film Faut pas pousser de Nina Nar, qui a été une révélation extraordinaire. Voilà, je suis tombée sur 2-3 comptes Instagram. Et puis c'est vrai que j'ai dit à mon mari, parce que lui, il avait pas d'enfant déjà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait par rapport au vécu de la maman, par rapport au vécu de l'enfant? Voilà, j'avais déjà 2-3 petites notions et je dis, est-ce que tu serais partant? Alors, sachant que lui, initialement, tout ce qui est médical, sang, organique, beaucoup de mal. Et puis, il a un parcours totalement médicalisé au travers de sa famille, si tu veux. Donc, il m'a fait confiance, voilà. Donc, j'ai cherché un petit peu sur notre secteur. Donc, sur notre secteur, il y avait 2 sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement à domicile, mais vraiment aux antipodes. Hein. Donc, je l'ai contactée et clairement, elle a été... Enfin, voilà, le feeling n'est pas passé au téléphone. Et elle m'a dit, non, mais clairement, moi, t'es aussi 4, de toute façon, c'est pathologique, donc t'es mort. Voilà. Et la deuxième, qui, alléluia, a transformé nos vies, vu qu'elle nous a dit, ok, on se rencontre. Voilà, et puis tout s'est fait naturellement, tout a été extrêmement fluide et on en est arrivé justement à l'accouchement à domicile, quoi. Voilà, elle a accepté de nous baigner de sa confiance, comme je le dis si bien. Parce que le jour J, en fait, pour Aimée, elle n'est absolument pas intervenue. C'est-à-dire que ça fait partie de ces femmes sages. Parce que bon, des sages-femmes à domicile, il y en a aussi, mais qui ont la fâcheuse manie de balancer les mains aussi. Et elle fait partie vraiment de ces femmes sages qui se mettent dans un coin de la pièce et qui observent et qui sont là au cas où. Mais voilà, et c'était une expérience puissante, révélatrice, et je pense que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à cheminer et à me transformer. Voilà, ça en est suivi tout un changement de parcours de vie parce que j'ai quitté mon travail là où j'étais plus en phase, parce que voilà, en tant que femme, clairement, ça m'a transformée, quoi. De me dire que j'étais capable, que enfin j'étais mère par moi-même. Enfin, c'était voilà, c'était extraordinaire. Tu veux nous le raconter un petit peu, comment ça s'est passé? Alors, j'ai donc j'ai accouché le jour du terme, en fait, 41 semaines tout pile. J'avais fait quand même mon inscription en mater. Bon voilà, sachant qu'ils m'avaient cassé les pieds, forcément parce qu'ils avaient déjà l'historique de mon dossier, hein, donc j'avais été reconvoquée. Là, il fallait que je me batte un petit peu avec l'anesthésiste. Bon, enfin bref, je savais que j'y mettrais pas les pieds, donc je leur ai dit oui et puis basta. Donc après, on était quand même à 5 minutes de la maternité, donc si souci il y avait eu, tu vois, ça nous rassurait quand même. On aurait habité à 1 heure de route, je te dis pas qu'on aurait eu ce projet-là, tu vois. Donc j'ai perdu les os à 5h30 du matin, je crois. Le travail s'est mis en route petit à petit. Ça a été une journée rocambolesque parce que mon mari venait d'ouvrir son garage, enfin notre entreprise aujourd'hui, donc le garage il y a 15 jours en arrière. Donc il est parti à 6h30 du matin vite bosser, et puis j'ai tenu le temps que j'ai pu, et à 12h30 je lui dis écoute, là il va falloir que tu rentres, quoi. Donc les contractions, enfin voilà, c'était bien mis en route. J'ai une amie qui était venue chercher mon grand. Et à partir du moment où il était là, j'ai senti que je basculais
avec le fameux voile, comme on dit. Les contractions montent en intensité. Et donc, on a géré comme ça. Après, on va pas se mentir, j'ai beaucoup plus souffert pour celui-là que pour le dernier, enfin pour les derniers. Okay. Parce que forcément, qui dit perdu la poche des os, dit des contractions beaucoup plus importantes et douloureuses. Et mon corps n'avait jamais travaillé. Donc, ça a été une première pour mon col de l'utérus et tout ça aussi, tu vois. Ouais. Donc, j'ai tenu, je crois, jusqu'à 17h30, quelque chose comme ça. La sage-femme, en fait, est arrivée 1 heure avant la sortie. Ou même pas 45 minutes, je crois. Alors Patrice, il était un petit peu paniqué. Il arrêtait pas de dire qu'est-ce que je fais, je l'appelle. Il arrêtait pas de lui dire aussi tu viens et elle au KLM non, si elle demande pas, c'est que tout va bien. Et puis bon, au bout d'un moment, tu prends 2-3 contractions, petit vomito, tu te dis bon là je pense que faut l'appeler. Et effectivement, elle est arrivée. Alors, elle a eu une réflexion très très juste, c'est-à-dire que j'avais déjà des poussées. Je sentais que, tu vois, ça, c'était pas le moment, mais je sentais que mon corps avait déjà envie de pousser. Et elle m'a demandé juste, est-ce que ça fait longtemps que t'as vidé ta vessie? Et en fait, ouais, avec les contractions, tout ça, je pense que je le sentais pas. Et c'est ce qui a ralenti un peu la fin du travail, je pense. Et effectivement, je suis allée faire pipi. Et là, voilà, sur les toilettes, j'ai 2-3 photos que mon mari a prises où vraiment tu vois à ma tête que... Voilà. Et elle a regardé... Voilà, c'était plus pour me rassurer, tu vois, parce que bah, pareil, on est conditionné par tout ce qu'on entend sur la dilatation, etc. Donc, elle a regardé. En fait, je voulais pas qu'elle regarde au début, parce que j'avais trop peur qu'elle m'annonce 2 ou 3, tu vois. Ouais, grave. Ça va être trop depuis midi. Voilà. Et en fait, elle m'a dit, ouais, mais t'as 8h30, donc c'est quand tu veux, ma belle, quoi. Et je suis retournée dans l'eau, et je crois que Aimé, il est arrivé une demi-heure après, quoi. Donc, ça a été extrêmement rapide. Alors, j'ai souvenir de la manière dont il s'est engagé. Ça a été un peu brutal. D'un seul coup, je me suis dit, mon Dieu, je me suis fait dessus, ça y est. Enfin, voilà, c'est vraiment, tu sais, cette sensation inédite. Et bon, il faut dire qu'il faisait 3,6 kg quand même, le lardon aussi. Hein. Et en fait, dans l'eau, en une poussée ou deux, il est sorti en une seule fois. Donc, c'est-à-dire qu'il a même pas fait sa rotation ni rien. Et il est sorti vraiment comme un boulet de canon. J'ai souvenir de cette sensation de soulagement immédiat. Ouais. Si je lui parlais, je sais que j'avais ma main dessus. Je disais, va doucement, mon bébé, va doucement. Je sens que t'es en train de tout arracher là-dedans, va doucement. Donc j'ai pas le souvenir du fameux cercle de feu, si tu veux, mais ouais, c'était quand même assez intense. Et vu qu'il est sorti effectivement très très rapidement, j'ai quand même une déchirure superficielle due à son poids, je pense. Mais voilà, tout s'est bien passé. Donc j'étais dans l'eau, j'ai pu donc ma sage-femme, j'étais à 4 pattes, ma sage-femme me dit oh purée, elle était derrière, oh purée, elle a juste eu le temps de le rattraper puis de me le repasser entre les jambes, quoi. Et bah bien sûr mon mari qui était en face de moi éclatant de sanglots parce que tu te prends une bouffée d'ocytocine, quoi. Donc c'est juste extraordinaire de... Il avait commencé à défaillir déjà quand j'avais senti qu'il était là et que je lui ai dit il est là. Donc voilà, on a pu avoir ce temps-là à nous, puis elle nous a juste donné une serviette pour que je puisse, tu vois, le maintenir au chaud contre moi, mais pareil, elle a su s'effacer, rester dans un coin, nous laisser vraiment 5, 10, 15 minutes, je sais pas, j'ai pas de notion, tu vois, avec lui, le découvrir, regarder son visage avec ce fameux premier regard qui te perce l'âme, quoi, clairement. C'était trop chouette. Ouais, super pour son mari, pour un premier. Quelle belle expérience. Ouais, vraiment, c'était trop chouette. Et puis, bah, du coup, après, on avait eu quelques rendez-vous avec elle. Donc, elle nous avait expliqué le déroulement naturel, etc. Puis, voilà, lui, de suite, la présence d'esprit de me dire, c'est pas fini, reste dans ton truc, tu vois. Et effectivement, après, voilà, on est sortis. Je suis allée me mettre sur le lit. Donc, de suite, je l'ai mis au sein. Et j'ai senti un truc qui passait, j'ai dit oh, il y a un truc, et elle m'a dit non, c'est juste un caillot de sang, et puis la fois d'après, le placenta, en fait, il est sorti tout seul, j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, tu vois. Donc, royal. Ouais, super. T'as pas eu de contraction? Parce que moi, j'ai pas du tout eu de contraction pour mon placenta, mais genre rien.
C'est... Eh ben, alors j'avais eu les tranchées, si tu veux, de la mise au sein. Mais comme Quentin Caillot il est sorti, si tu veux, j'ai pas eu de... Bon, j'ai pas souvenir. Ouais, moi non plus. Et dans l'eau, t'étais dans un bain ou vous aviez une piscine exprès Alors, de sacrée histoire, elle nous avait prêté une piscine. Mais figure-toi que donc c'était une piscine spéciale accouchement, tu sais, avec le fond gonflé aussi. Enfin, franchement, c'était trop confort. Sauf que, bien entendu, nous ne l'avions pas testé avant. Et que le jour J, il s'avère que la piscine était déchiquetée de l'intérieur. Oh non. Donc, quand mon mari est revenu du travail à 13h30, je crois, il a passé 1 heure à batailler avec la piscine pour essayer de la scotcher et voilà, ça a été une sacrée aventure. Piscine qui d'ailleurs s'est vidée dans l'appartement, dans le salon. Une fois que tout était terminé, enfin voilà, c'est des petites anecdotes. Je vois la sage-femme avec les pieds qui font flop avec ses chaussettes. C'est vraiment ce que t'as envie juste après avoir d'accoucher d'aller. Oh, bon, j'imagine que c'est pas toi qui allais nettoyer tout ça, hein, mais. Oh non, moi j'étais dans mon lit tranquille avec mon bébé et puis Patrice a épongé avec la sage-femme. Du coup, elle était là aussi pour les suites, quoi, pour regarder que tout aille bien avec moi, pour nettoyer, pour aider à nettoyer, à ranger. C'était chouette, quoi. Voilà. Et puis le bonheur d'être chez soi, de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir se mouvoir comme on veut. Se coucher si on a envie, c'est top. Alors après, les suites ont été, je dirais, fatigantes parce que sur le plan nutritionnel et sur tout ça, je ne m'étais pas forcément préparée. Puis je pense que mine de rien, j'ai quand même plus saigné pour aimer que pour les jumeaux, bizarrement, tu vois. Ok. Donc voilà, après coup, je me souviens, j'avais voulu prendre une douche et puis j'avais fait un petit coup de Patrice, il m'avait récupéré assise dans la douche, je lui ai dit ça va, oui. J'ai un peu la tête qui tourne. Voilà, c'est ça. Mais les premiers instants ont été magiques. Puis bon, c'est vrai que quand mon grand est arrivé le soir même, accompagné par nos amis, et tout le monde vient nous voir, t'es dans ton lit, t'es au chaud, enfin c'était trop chouette, quoi. Ouais, trop chouette. J'imagine. Et tu disais boire, manger, donc t'as mangé, bu pendant tout ton travail, j'imagine, sans... Alors on avait fait du coup un super petit-déj avec des œufs brouillés, du bacon et tout, parce qu'on sentait la journée arriver, tu vois. Moi, durant la journée, je m'étais préparé, je crois, des énergie balls, des trucs à base de fruits secs, des trucs comme ça. Et très rapidement, quand tout le travail s'intensifie, de toute façon, après, ça passe plus, puis je finis toujours par vomir un petit peu avant la fin. Au moins, tu sais. Par contre, clairement, boire, je sais qu'en maternité, clairement, sans boire, ça aurait été une souffrance pour moi, mais totale. Je comprends pas d'ailleurs. Moi non plus. Moi non plus. Mais boire, je bois 2 litres d'eau en travail. 2 litres d'eau. Ouais, moi aussi, j'avais bu vachement, et je sais pas comment... Ils peuvent maltraiter les femmes en leur donnant des brumisateurs, c'est ça, ils les brumisent dans la bouche, un truc comme ça, là. Mais ça, je comprends pas. Mais tu sais que ça, je te l'apprends pas, mais ça ralentit le travail aussi. Ah bah oui. Il faut en revenir au bon sens, en fait. L'utérus, c'est quoi? C'est un muscle. Quand tu fais une séance de sport, qu'est-ce que tu fais? Tu lui apportes du sucre à ton muscle et tu lui apportes de l'eau. Mais une femme qui va contracter pendant peut-être 12 heures ou je ne sais quoi, tu l'interdis de boire, tu l'interdis de manger. Comment tu veux que ça fonctionne, en fait? Mais c'est clair. C'est clair. C'est du bon sens, mais bon, c'est du bon sens que, a priori, en France, on... Oh, il n'y a pas qu'en France, mais oui, enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Parce que, je veux dire, même si, par malheur, tu dois avoir une anesthésie générale, enfin, je veux dire, comment ils font les gens qui ont un accident, par exemple? C'est quoi, tu leur enlèves toute l'eau? Mais c'est ça. Et puis bon, une femme qui arrive pour accoucher en urgence, je veux dire, et dans tous les cas, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'à partir de 35 semaines, une femme, de toute façon, elle est considérée comme estomac plein, dans tous les cas. Donc, enfin bref, voilà. Donc, le fait de boire et de manger, et aussi l'eau chaude. Clairement, pour mes 2 accouchements, l'eau chaude, ça a été... l'eau chaude, les toilettes, c'est des besoins simples, mais clairement, je ne sais pas comment font les femmes. C'est pour ça que souvent, quand on me dit « Ah, t'es une warrior », je dis « Mais non, mais c'est vous, les warriors, qui oui, c'est clair. Mais comment vous faites sans eau chaude et sans toilette, quoi ?» Ouais. C'est... Ouais, ou sans bouger parce que péri ou pas. Ou même des fois, on sait pas, on n'ose pas et tout, mais alors que le corps, il fait tout seul des fois. Il a envie de bouger, il faut y aller, quoi.
faut l'aider. Et c'est moi, à un moment aussi, je me suis dit, peut-être que parce que j'avais bu des litres comme toi, et je me suis dit, peut-être ma vessie, elle est pleine, et moi, j'ai pas réussi à aller, tu vois, par exemple. Et en fait, quand je suis allée, c'était la phase de désespérance. Je suis revenue, j'ai dit, j'ai plus envie d'accoucher, je veux de l'aide. Et puis après, il est arrivé. Je pense que j'ai fait à peu près la même que toi, du coup. Ah, moi, j'ai pas. T'as réussi, toi, quand même, à uriner. Moi, j'ai pas du tout pu. Ouais, j'ai réussi. Alors, sachant que tout mon travail, moi, j'étais à 4 pattes. J'ai pas pu gérer mes contractions autrement qu'à 4 pattes. Et tu vois, le souvenir que j'ai de cet accouchement, c'est vraiment la douleur des poignets. Tout ça pour dire que voilà, peut-être que les contractions étaient très intenses, peut-être que l'engagement a été très intense aussi, mais la douleur que je garde à l'esprit, c'est vraiment putain, j'ai mal au poignet, j'en peux plus, je sais plus comment me foutre, tu vois. Merci le ballon d'ailleurs. Ouais. Et c'est bien les piscines comme ça. Moi j'étais dans mon bain, mais tu vois, j'arrivais pas à me mettre convenablement. Ça me faisait mal aux genoux, ça me faisait mal partout parce que dans un bain, c'est dur quand même. Donc c'est bien qu'il y ait c'est tout. Ce plat gonflable au sol, quoi. C'est bien ça. Ah ouais, piscine gonflable, c'est la vie. J'y penserai pour la prochaine fois. Et j'imagine que ça t'a réconcilié déjà à ce moment-là un petit peu avec ton premier accouchement, ou c'est le troisième qui a tout fait? Je dirais que c'est le deuxième, c'est cet accouchement à domicile qui a ouvert la voie et j'ai commencé un cheminement vraiment à partir de ce moment-là. En fait, déjà, j'ai passé une étape effectivement vis-à-vis de la relation avec mon grand garçon. Mais c'est vraiment après l'accouchement à domicile, l'accouchement non assisté des jumeaux en pleine puissance et du plus naturellement possible qui a fait que ça y est, j'étais en phase, quoi, tu vois. Je suis à ma place, tout est aligné, c'est ok. Ouais. Mais je pense vraiment que si même disons, allez, on n'a pas envie d'être tout seul chez soi, ou on n'a pas envie d'être assisté chez soi, on a envie d'aller en maternité parce qu'on a un peu peur et tout. Mais si les expériences elles étaient un peu plus comme ça physiologiques, je pense que les parents avec leurs enfants et les enfants, ça serait une société complètement différente. Ça serait rien à voir. Mais totalement. Comme je dis souvent, on fait croire aux femmes que leur corps est trahi au moment le plus important de leur vie. Comment tu veux te construire toi en tant que femme et en tant que mère après ça? Et encore là, je parle juste d'un accouchement normal, hein. C'est-à-dire que quand c'est traumatique et quand tu as eu le sentiment d'être violée ou je ne sais quoi, ça c'est encore un level au-dessus, hein. Mais clairement, oui, quand un accouchement il est respecté et quand toi tu as été en pleine possession de tes pouvoirs et que tu dois cette naissance et ce rite de passage qu'à toi-même, forcément tu assumes ton rôle pleinement et tu es en pleine puissance aussi vis-à-vis de ton rôle de mère, quoi. Ouais. T'es en phase. C'est ça, t'es en phase, t'as confiance en toi, en ton instinct. Les choses, elles sont faciles, je trouve, par rapport à quand c'est compliqué. Les choses sont faciles. Et toi, tu parles souvent de la matrice hormonale. Moi, je vais parler juste du côté émotionnel. Mais si c'est respecté comme ça et si tout se passe bien, forcément, il y a moins de problèmes de lien d'attachement après. Il y a moins de dépression du postpartum. Vraiment dans des cas très très rares avec des histoires compliquées de base, mais sinon j'ai jamais entendu d'une femme qui a accouché à domicile ou de manière non assistée qu'elle a eu des suites de couches difficiles ou qu'elle a eu une dépression du postpartum. Ça n'existe pas en fait. Ouais. Oui. Très très rarement si il y a eu des décès durant la grossesse ou si l'histoire le postulat de base est difficile. Des fois, je me dis, mais après, j'ai peut-être loin, mais je me dis, est-ce que c'est pas tout fait exprès pour qu'on continue à utiliser le système même après, tu vois? On est suivi pendant la grossesse et après on est encore suivi après parce qu'on a des problèmes, tu vois. Je sais pas. On va aller trop loin non plus, mais. Je suis pas sûre qu'ils en soient conscients de tout ça en réalité. Je suis pas sûre qu'ils en soient conscients, mais même sur les enfants, ils ont un départ dans la vie qui est totalement différent et ça conditionne aussi leur manière d'être et leur tempérament, ça j'en suis persuadée. Je vois mes 3 enfants, c'est non, c'est sûr. C'est le jour et la nuit. Et donc là, t'avais quand même eu un bel accouchement. Qu'est-ce qui t'a fait décider que... Et surtout, est-ce que t'as décidé avant de savoir qu'il y en avait 2? Et une fois que tu t'es rendu compte qu'il y en avait 2, est-ce que tu t'es dit, ok, je continue sur cette lancée, ou c'est là tu t'es dit, non, allez, là, je sais que je vais en maternité avec 2 dans mon ventre, c'est mort.
Ouais, ça a été un petit peu les montagnes russes. Donc, nous avions 2 garçons. Donc, on décide d'essayer d'avoir une fille. Normal. Sauf qu'effectivement, on n'avait pas prévu que la fille viendrait accompagner. Et avant de savoir qu'il y en avait 2, on a déménagé entre-temps, donc on savait qu'on n'était plus dans le périmètre de notre sage-femme qui nous avait accompagnés. Donc, vu qu'on avait embrassé pleinement la physiologie et qu'elle était presque pas intervenue, on se sentait tout à fait capable de gérer ça à domicile. Et on s'était dit, voilà, prochaine grossesse, on fait ça entre nous, quoi. Tu vois? Et puis, je te cache pas que, ouais, d'apprendre qu'il y en avait 2, ça a été un petit peu la désillusion à ce niveau-là. Parce qu'on était extrêmement heureux qu'il y en avait 2, mais pour moi, ça a été... je l'ai presque très mal vécu parce que je savais que je faisais le deuil d'un accouchement physio et que voilà, de suite, quand on a vu la gynéco qui nous a fait l'échographie, de suite, on a collé l'étiquette pathologique, on a commencé à me parler de protocole, de risque, de déclenchement, d'extraction, de perfuseur, de faire, voilà, que des gros mots, alors que je venais juste d'apprendre qu'il y en avait 2, quoi. Tu vois ? Ouais. Donc, d'entrée de jeu, tu sens que tu rentres dans un truc qui te dépasse complètement, quoi. Donc, connaissant le cheminement que j'avais, je me suis dit, ouais, Donc, on en discutait régulièrement avec mon mari, j'en discutais avec la sage-femme. Lui, il se sentait pas forcément capable de faire ça à domicile pour 2, parce qu'il me dit, ouais, il y a quand même un peu plus de risques, tu vois, même si on est formé à la physiologie, même si on connaît tout ça, c'est du formatage, hein. On a entendu risque tout du long, donc même si tu essaies de te faire barrière, il y a forcément un moment donné où ça rend ton conscient, hein. Et moi, je savais pas si j'allais être capable aussi c'est soit on était partants tous les 2, soit... Donc, on s'était dit, on trouvera le compromis de la matière, quoi. Hein, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et au final, au plus ça allait, au plus ça faisait pas écho, quoi. Ça faisait pas écho. Enfin, t'es juste un numéro, tout va bien, mais on te parle quand même de te faire une piqûre, on te parle quand même de te déclencher, on te dit oui, il faut qu'on se voit pour prévoir la suite, que des trucs. Et moi, je suis pas un réceptacle à enfant, je suis une personne avec des sentiments humains, et puis si tout va bien, en fait, pourquoi vous voulez faire quoi que ce soit? Donc déjà, ça commençait un peu à nous chatouiller, tu vois. Le gynéco nous avait filé un rendez-vous le 25 ou le 26 décembre, je crois. Donc, c'était un lundi. Et moi, le vendredi, tout allait bien. J'avais déjà mon monito avec ma sage-femme une fois par semaine, tu vois. Donc, je savais que tout était OK. Et donc, le jeudi ou le vendredi, j'ai quand même eu la correction, tu vois, d'appeler la mater pour les premiers, pour leur dire, je viendrai pas, quoi. Et la sage-femme sur qui j'étais tombée, qui m'avait dit oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si on vous fait venir, c'est pour une bonne raison. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, je viendrai pas. Ah oui, on peut pas vous contraindre à venir. Oui, je sais bien. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que tout le week-end, j'ai reçu mes petites notifications de Doctolib sur le téléphone, donc je savais pertinemment qu'elle avait pas annulé le rendez-vous. Et puis le lundi, je m'attendais à avoir un petit coup de fil, n'est-ce pas? Sauf que c'est pas moi qui ai reçu le coup de fil, c'est mon mari. Ah. J'ai beaucoup apprécié. Mon mari aussi. Donc, oui, non, mais il faut qu'on se voit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on prévoie la suite. Parce que mon mari, il était ouvert à la discussion, c'est lui qui l'a rappelé. J'ai dit, mais en fait, pourquoi vous voulez la voir? Enfin, clairement, on est une demi-heure, donc à chaque fois, ça me fait 1 heure de route, tu vois. En fin de grossesse, j'ai juste envie qu'on me foute la paix et qu'on me laisse tranquille, quoi. C'est clair. Oui, il faut qu'on voit si tout va bien. C'est le cas, en fait. On avait rendez-vous, je crois, avec la sage-femme échographiste, avec la gynéco-échographiste la semaine d'après. Et comme je te dis, moi, je voyais toutes les semaines ma sage-femme, quoi. Donc, et donc, Patrice lui dit ça. Et le gynéco lui dit, c'est comme ça, si vous avez un problème, vous appellerez votre sage-femme ou votre gynéco. C'était totalement illégal de sa part, n'est-ce pas? Et d'autant plus que c'était un vieux crouton qui est à 2 doigts de la retraite et que j'aurais jamais vu dans le service, en fait, parce que lui, il était juste aux consultations externes, tu vois, donc j'en voyais encore moins l'intérêt, quoi. Donc ça, et puis ma sage-femme libérale qui venait me faire les monitos, elle me connaît un petit peu depuis le temps, tu vois, elle m'avait totalement suivi dans mon projet d'AAD. Et clairement, elle m'avait mise en garde, mais bon, elle commençait à me connaître, elle sentait le truc venir un peu.
Donc, on en avait un peu discuté et je lui avais dit, même si si dans l'optique que ça se passe vite, sachant que j'ai quand même, je le sais, une tolérance à la douleur qui est élevée, si c'est trop tard au moment où on part, je lui dis, si c'est pour me retrouver en souffrance dans la voiture avec une demi-heure de route, je suis pas certaine que le bénéfice soit supérieur au risque, tu vois. Donc, on s'était dit, en fonction de comment ça se goupille, on partira pas. Sachant qu'au fond de moi, je n'arrivais pas à me projeter, en fait. Je ne me projetais pas à partir et voilà. C'était pas prévu à la maison, mais je me projetais pas et j'arrivais pas à me voir partir non plus. Et puis, le jour J, effectivement, c'est ce qui s'est passé, quoi. On avait chargé la voiture, hein, tout était prêt, et puis en fait, à aucun moment on s'est posé la question, quoi. Et vu que ça s'est passé en 3 heures, voilà, hop là, naturellement, comme ça. Donc c'était espéré, projeté, je vais dire, mais c'était pas prévu. Pas à 100%. Je pense que si dans ta tête c'était là, mais t'osais pas te l'avouer en fait. Tu t'es dit comme ça au cas où je me laisse la porte ouverte. Puis j'arrêtais pas de le dire, si tu veux. Je disais, moi, la meilleure chose qui pourrait m'arriver, c'est qu'il y en a un qui sort dans la voiture et puis l'autre dans l'ascenseur. Comme ça, j'étais sûre d'échapper à leur protocole et puis j'étais sûre qu'on me foutrait la paix et qu'on les enquiquinerait pas non plus, quoi. Donc, et puis au final, c'est ce qui est arrivé. Dis-nous tout. Donc, suite à tout ça, donc on est rendu au samedi, j'étais donc à 38 plus 6 ou 5, je sais plus combien il compte. Et on a fait un gros câlin, si tu veux, et j'ai eu quelques saignements. Donc bon, par acquis de conscience, on a dit, allez, on va faire un petit tour à la mater. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc, effectivement, tout va bien. Je suis tout de même auscultée. Je me doutais bien que c'était le col qui travaillait, tu vois, mais par acquis de conscience, tu te dis quand même. Et là, j'ai une jeune gynéco qui arrive, donc je me dis, c'est chouette, une jeune gynéco, elle doit avoir des connaissances à jour, tu vois. Et là, elle me dit, vous êtes à 38 plus 6, donc moi, je veux que vous accouchiez aujourd'hui. Toi, tu restes là, je t'attache au lit, et puis c'est bon. Non, mais alors, attendez, on va replacer les choses dans leur contexte. Là, mon mari n'est pas là, je suis pas la seule décisionnaire, déjà. Et puis, en quel honneur, en fait. Tout va bien. Alors, je te dis pas, quand je lui dis que je comptais rentrer chez moi et que, quoi qu'il me dise, je rentrerai chez moi, alors j'ai bien cru qu'elle allait s'étouffer. Donc, j'ai signé une énième décharge. Et puis, oui, parce qu'en plus de ça, elle savait pas m'enseigner. C'est ça le pire, c'est qu'ils appliquent des protocoles, si tu veux, et ils continuent à véhiculer des choses que même eux, ils savent même plus pourquoi ils appliquent, quoi. Parce que là, concrètement, elle me dit, à l'échographie, on voit bien que tout va bien. Alors le risque, c'est la rupture utérine, mais on voit bien qu'il y a rien. J'ai dit, mais concrètement, le risque, c'est quoi? La rupture utérine, et les chiffres. 0.0. Voilà. Allez, je signe où? Là, merci. Au revoir. Donc voilà. Donc je suis rentrée chez moi. Je sentais que ça travaillait un peu plus. Alors j'ai quand même un doute, sachant que j'ai quand même été un petit peu chatouillée et que, alors soi-disant, c'était pour bien éponger, pour voir où ça saignait. Mais avec le recul, je sais pas s'il n'y a pas eu un petit titillement quand même au niveau des membranes, tu vois. Ouais. Dans tous les cas, ce qu'ils ont fait, je pense que ça a quand même peut-être un petit peu accéléré le processus, sachant que voilà, mon col il a été chatouillé, quoi. Et en fait, je m'attendais à avoir quand même des contractions parce que j'avais quand même des douleurs de règles. Tu vois, je sentais que les contractions étaient un petit peu plus douloureuses que d'habitude. Et je m'attendais dans la nuit à ce que ça travaille, tu vois, j'étais un peu à l'affût des signes. Et en fait, rien du tout. J'ai fait une nuit de bébé. On s'est levé à 9 ou 10 heures du matin, tu vois, y compris mon petit deuxième qui a fait une grasse mat de folie. On l'avait envoyé chez des copains, du coup, le temps d'aller à la maternité, etc. Donc, pas de sieste, coucher tard. Donc, le lendemain, une grasse mat. Et puis, pareil, je me lève tranquillou, j'éteins une machine, on fait un super petit-déj. Et puis là, tu sens une contraction. Et puis une deuxième.
Et puis, tu sens que, ah, tiens. Et puis, je dis à mon mari, bon, ce sera peut-être bien pour aujourd'hui, quoi. Il me dit, ah bon, sûr? Je dis, écoute, là, ça se rapproche quand même sacrément, et puis je sens que c'est un peu plus que d'habitude, quoi. Donc, on rappelle le copain, qui vient rechercher notre deuxième, du coup. Donc, on blague un petit moment, puis on lui dit, tu vois, voilà, on sait que maintenant, t'es capable, donc... Hier, c'était l'entraînement. Aujourd'hui, on attaque les choses sérieuses. Donc, il est arrivé ici vers 11h30, je crois. Donc, moi, je commençais à souffler mes contractions. Tu vas avoir besoin de fermer un peu les yeux quand ça venait, quoi. Il a dû partir sur le coup des midis. Et là, sur les coups des midis, j'ai senti que voilà, je commençais à avoir froid, tu vois, je commençais à avoir besoin de me mettre dans ma bulle. Donc, je disais à mon mari, bon, je vais me mettre dans la chambre, je me mets sous la couette, tu vois. Et j'arrivais pas à me réchauffer. Souvent, au début de travail, parce que je crois que pour mon deuxième, ça m'avait fait ça aussi. Donc, je suis partie sous la douche, en fait. L'eau chaude, magique. Après, j'ai pas trop de notion de temps, mais c'est vrai que pour moi, j'étais vraiment très très loin de la fin, sachant que j'avais pas mal. Et puis les contractions me paraissaient vraiment pas régulières du tout, quoi. J'avais l'impression que, tu vois, c'était peut-être une toutes les 9 minutes, une 15, une 5, voilà. Donc j'ai fait comme ça plusieurs allers-retours entre la douche et la chambre. Et au bout d'un moment, donc dans la chambre, j'étais effectivement appuyée sur mon ballon. Et dans ma tête, je commençais à me dire, mais pourquoi tu t'infliges ça? Mais t'es complètement abruti, et une césarienne, et c'était terminé. Et là, d'un seul coup, ça fait tilt, et je fais, attends, quoi? Désespérance? Déjà? C'est pas possible. Et en fait, ouais, j'ai voulu me mettre sur le côté une ou deux fois pour me reposer. Et puis, pareil que pour mon deuxième, contraction très très mal gérée, vomito, direction toilette. Et au final, j'ai plus bougé des toilettes, en fait, parce que j'étais bien. Donc j'ai envoyé les doigts à un moment donné pour regarder un petit peu où ça en était. Et effectivement, je sentais la tête de mon fils qui était pas très très loin, avec la poche d'eau qui était bien bombante. Voilà. Et puis sur une des contractions, je sentais qu'il descendait et qu'il allait arriver, tu vois. Et en fait, sur une des poussées, j'ai la poche des os qui a littéralement éclaté, qui a arrosé la moitié des toilettes. Et mon mari incrédule en face qui m'a regardé et je dis, ouais, il arrive à chercher une serviette. Et effectivement, sur la deuxième poussée, pareil, il a été emmené par l'eau de son bain, en fait, parce que j'ai même pas eu besoin de pousser et il est sorti extrêmement rapidement, donc je l'ai tout juste rattrapé. Voilà, bon, il a un peu tapé sur la lunette des toilettes au passage, hein. Oups. Et de suite, il a pleuré, donc on était totalement sereins. Je l'ai pris contre moi, je l'ai un petit peu aspiré. J'ai vérifié que tout allait bien, et puis je l'ai confié à mon mari en face dans la serviette. Je l'ai très vite repris parce qu'en fait, il avait un cordon qui était extrêmement court, donc il a fallu que je le garde contre moi, mais sur mon bas-ventre. En fait, je pouvais même pas le mettre sur ma poitrine. Je vois Patrice, après coup, il m'a dit, hein, ça a été un moment shoot d'ocytocine. Il me dit, j'ai pris une espèce de vague de chaleur dans la tête indescriptible. Sachant que lui, il était parti dans l'optique que ça se passe comme pour notre deuxième, si tu veux, il était au petit soin, l'eau, pas l'eau, le chauffage, pas le chauffage, la bougie, essuie la bouche. Et du coup, il m'avait même dit, si tu veux, je vide le jacuzzi qui est sur la terrasse et je le remplis dans le salon. Je lui avais dit non, mais heureusement, parce qu'on n'aurait jamais eu le temps, en fait. Et puis, il avait tout préparé dans le salon, d'ailleurs. Il a mis la petite playlist, il a mis les bougies. J'ai même pas eu le temps d'y mettre un pied, en fait, tu vois. C'est l'attention qui compte. Donc voilà, je reviens à mon petit câlin avec mon bibou sur mon ventre. Il avait commencé le récit aussi, d'ailleurs. Et puis, en fait, il a écrit une demi-page et puis il dit, bon, vous êtes là. Voilà. Donc, du coup, ouais, j'ai mon fils contre moi et je sens que petit à petit, les contractions se remettent en route, hein, parce que j'ai eu une période, justement, de calme. Et je dis, là, il va falloir faire quelque chose parce que je peux pas, je vais pas pouvoir le garder contre moi et gérer la suite, quoi, tu vois.
Et donc je t'avais dit qu'il avait beaucoup de mal avec tout ce qui était organique, et dans le projet de naissance qu'on avait mis en place pour la mater, c'était moi qui devais couper le cordon et lui il voulait pas en entendre parler, tu vois. Et je dis là il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi. Il me dit quoi, je fais quoi? Et effectivement, tu vois, la sage-femme libérale, elle m'avait dit au cas où, prévoyez quand même des liens, des trucs, des machins. Et puis au final, oui, et on n'avait rien prévu du tout. Donc là, je lui dis, écoute, les ciseaux de cuisine et puis les petits clips pour les sachets de congélation. Tu mets tout à bouillir et puis on va le gérer comme ça, quoi. Et effectivement, il a fait ça comme un chef, hein. Donc il a clampé et puis il a coupé le cordon. Et donc il a gardé Maë contre lui, assis en face de moi dans les toilettes. Et très rapidement, pareil, j'ai senti la deuxième poche des os et qui a pareil explosé sur une des poussées. Et à ce moment-là, moi, mon inquiétude, alors ça c'est pareil, tu vois, j'en aurais pas eu connaissance, je pense que même pas ça m'aurait traversé l'esprit, mais ma peur à ce moment-là, me demande pas pourquoi, c'était la procédance du cordon. Voilà. Sachant qu'il y avait plus d'espace que... Donc pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement renvoyé les doigts, en fait, et je me suis dit, qu'est-ce que tu sens? Parce que je sais que c'est une urgence, alors vitale, c'est pareil, c'est dans le lieu maternité, mais est-ce que concrètement, un bébé qui naît de manière physio et rapidement, ça pose problème, tu vois? Bon. Bref, c'était ma peur à ce moment-là. Et j'ai senti que c'était ses fesses, voilà. Un joli petit abricot, le premier contact avec ma fille. Et en fait, pareil, elle est arrivée, je crois, encore plus que son frère. Elle est sortie en une seule fois. J'ai juste eu le temps de me lever et puis de la rattraper au vol. Donc je l'ai rattrapée par les hanches, la tête en bas. Et de suite, elle a pleuré et tout était... Voilà, là on savait que c'était parfait, nos bébés étaient dans nos bras, tout le monde allait bien, elle était plus petite que son frère, forcément, elle était pleine de vernix, enfin, c'était... Voilà, à ce moment-là, c'est indescriptible parce que ce que tu vis aussi avec ta moitié, personne ne peut te l'enlever et personne ne peut le comprendre, surtout c'est un lien qui vous unit, mais d'une force incroyable. Voilà, donc j'ai maintenant on va se rapatrier vers la chambre, maintenant que tout le monde est là, quoi. Donc je suis partie avec ma fille dans mes bras, avec le cordon entre les cuisses, comme ça, jusqu'à mon lit. Donc je sais aussi que la délivrance peut être un petit peu plus délicate pour des jumeaux, parce que forcément le placenta est 2 fois plus gros, enfin le ou les. Donc ça fait quand même une grosse cicatrice sur l'utérus, et c'était ce que m'avait dit ma sage-femme libérale. Elle m'avait dit, écoutez, moi j'ai pas de soucis, Clotilde, mais je sais que vous allez être capable, mais voilà, soyez vigilante quand même sur ce point-là. Donc de suite, au chaud, sous la couverture, avec mes bébés en peau à peau, au sein. Et là, par contre, j'ai senti que mon utérus se recontractait, tu vois. Forcément, qui dit utérus 2 fois plus gros, dit il prenait des formes comme ça. Des formes extrêmement bizarres. Donc je me suis dit, voilà, la délivrance va pas tarder. Patrice avait coupé le cordon de sa fille entre-temps. Et je tirais sur le cordon qui dépassait encore, mais je voyais que ça bougeait pas, tu vois. Et puis je sentais que je recommençais à avoir un peu froid. J'étais pas... Donc j'ai laissé mes bébés avec leur papa. Puis j'ai dit, écoute, je retourne sous la douche. Voilà, donc douche très très chaude. Et au bout de, je crois, 10 secondes... Méga splotch. Patrice qui me dit, c'est quoi ça? Je dis, voilà, c'est le placenta, quoi. Donc il est sorti en une seule fois, sans que j'ai besoin, j'ai juste poussé un tout petit peu, je crois. Et chérie, ramène-moi le saladier de cuisine, s'il te plaît. Voilà, donc il est allé me chercher le saladier, j'ai mis le placenta dedans, et puis je me suis pris ma petite douche tranquillou. Et j'étais extrêmement en forme, incroyable. Donc entre Maë et Anna Rose, il y a eu une 30aine de minutes, et entre Anna Rose et le placenta, il y a eu une 30aine de minutes aussi. Donc si je dis pas de bêtises, à 15h15 tout était fini. Voilà, pour un vrai début de travail, on va dire, sur les coups de midi, quoi, tu vois. Waouh. Donc ouais, même quand Maë est sortie en premier, Patrice me dit, ouais, tu continues comme ça, on est OP pour le goûter, quoi, tu vois.
Et il savait pas si bien dire. Enfin, après coup, quand on était dans le lit, il me dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? J'ai dit, bah franchement, Ça a dû faire un choc un peu. Ben, en fait, ça a presque été un choc dans le sens où on s'attendait pas du tout à ça, et même lui, il était choqué que. Et puis c'est vrai qu'il m'avait vu quand même souffrir pour aimer. Et là, il me dit, je t'ai pas vu souffrir, quoi. Wow. Et même moi, par rapport aux douleurs, je pensais que j'étais à des années-lumière de ce moment-là, quoi. Donc, ouais, surpris. Vous avez quand même pas rappelé votre copain à 4 heures et qui s'est dit, non mais vous rigolez ou quoi? Ben non, on les a appelés en visio après. Bon, enfin voilà, après on a fait le choix d'appeler le SAMU alors qu'on savait que tout allait pertinemment bien, mais voilà, par rapport aux diverses histoires, c'est pas très très bien ce que je veux dire, mais par rapport aux diverses histoires, on a voulu se protéger aussi, sachant qu'en plus de ça, c'était une grossesse gémellaire. Donc on a souhaité qu'il y ait un passage médical quand même à la maison après coup. Donc au téléphone, c'est Patrice qui les avait, hein. Je lui ai dit, tu leur précises bien que les bébés sont là, que moi j'ai délivré, que je ne saigne pas, que tout va bien. Voilà, donc ils sont arrivés hein, en cow-boy, hein. Bam, je t'allume la lumière, je t'ouvre les rideaux, ouais, parlez fort. Bon voilà, on a pris sur nous, on savait que c'était 1 ou 2 heures, on prenait sur nous histoire d'être tranquille après, tu vois, mais c'est même horrible qu'en France on en arrive à devoir faire ce genre de choses pour qu'on nous foute la paix. C'est clair. Voilà. Donc tout allait bien, ils ont quand même fait une glycémie au bébé. Ils ont regardé leur température. Moi, ils m'ont fait un scope. Enfin, j'ai jamais eu une aussi bonne tension de toute ma vie. J'étais au top level, franchement. Et puis après, ils nous ont dit il y a deux camions de pompiers qui arrivent. On va vous rapatrier sur Cavaillon. Donc moi, en soi, bon, je n'étais pas contre de faire un petit passage, tu vois. Ok, on joue le jeu. Et puis là, ils m'ont dit il y a un camion pour vous et puis un camion avec les chauffeuses, avec les couveuses pour les bébés. Bien Pardon. sûr. Je vous explique en fait. Là, je suis nue dans mon lit avec mes bébés en peau à peau. C'est soit ils montent avec moi, soit on bouge pas d'ici en fait. Ah mais comment ça, madame? C'est pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible? C'est plutôt. Donc là, voilà, je vois l'urgentiste qui est quand même très très embêté et qui cherche du regard mon mari pour avoir son aval, si tu veux. Et en fait, mon mari qui le regarde et qui dit non mais vous avez pas bien compris. En fait, on va pas bouger d'ici. Bon, donc là, perturbé, tu vois, perdu, panique à bord, et puis bon, voilà, on a signé une décharge et ils sont repartis. Bon, ils étaient pas trop contents, et pas trop partants pour nous laisser, mais ils nous ont dit, voilà, est-ce que vous avez pas quelqu'un qui peut passer? Et par chance, notre sage-femme bienveillante a répondu présente. Elle nous a dit, ouais, ok, j'arrive, 1h30 de route, ouais, ok, j'arrive. Voilà, et du coup, ça a permis qu'elle... Bon, ça a pas servi à grand-chose sur le plan médical, mais ça a permis qu'elle vienne, du coup, elle nous a apporté les carnets de santé, et voilà, on était contents de la retrouver dans ces conditions, quoi. Je me dis, comment ça, ils sont là? Oui, ils sont là, déjà. Okay. Mais ça, c'était la sage-femme qui était avec toi pour ton deuxième, ou c'était celle qui t'a suivi Ouais, c'était celle. Donc la sage-femme libérale dont je parle, c'est celle qui me faisait le suivi, celle que je vois pour les frottis, pour les consultes gynéco. Et notre sage-femme, c'est celle qui nous a suivis pour l'accouchement à domicile. Et quand je lui ai annoncé qu'il y en avait 2, enfin voilà, on échange toujours par message, on a un lien particulier, on ne va pas se mentir, c'est la famille. Hein. Oui, elle a tout vu, je pense. Et du coup, je l'avais dit, donc elle m'avait fait comprendre. Elle, entre-temps, elle a arrêté de pratiquer parce que voilà, trop compliqué, puis chasse aux sorcières, puis les gens sont trop protocolaires, enfin voilà, c'était trop dur pour elle. Et elle m'avait dit je peux pas te suivre, mais à demi-mot elle m'avait fait comprendre que si j'avais compris entre les lignes, voilà. Et puis au final effectivement, une fois que ça a été fait, elle nous a dit j'arrive, quoi. Ouais, super. Donc elle nous a un petit peu simplifié les démarches dans le sens où du coup on avait un certificat médical, on avait les carnets de santé et c'était parfait. Donc ça, elle est revenue au final, elles se sont rangées avec la sage-femme libérale du coup pour faire un passage tous les 2 jours pour les bébés, pour moi. Et la sage-femme libérale a réussi à nous obtenir un rendez-vous avec le pédiatre qu'on adore, qui a fait beaucoup d'humanitaire et qui est hyper ouvert sur ce genre de choses, si tu veux, le vendredi qui suivait. Donc j'ai accouché le dimanche
Le vendredi, tu vois, j'ai un petit service, j'ai rendu service la dernière fois, j'ai un petit service à lui demander, attends, je l'appelle. Donc tout s'est super bien goupillé, quoi. Ouais. Et c'est vrai que même moi, sur le postpartum, enfin, j'ai rarement été, j'étais trop en forme, quoi. Avec 2. Non, mais tous les jours, je te refais ça, sans problème. Waouh. Je t'assure, ça a été, j'ai pas eu le temps de souffrir, en fait. Et puis on disait avec mon mari, je crois que on n'a pas trop bien notion, mais il me dit franchement, si t'as eu 40 contractions en tout et pour tout, c'est le bout du monde, quoi. Dingue. Ouais, peut-être même pas, hein. Qu'est-ce que... quand on l'espère, tu vois... Ah ouais, c'est clair. Qu'est-ce que ça t'a fait penser après coup, quand ta fille, elle est sortie en siège, et que pour son premier, est-ce que tu t'es dit, j'aurais pu le faire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Alors, tu sais... de par mon parcours, moi, je suis très résiliente. Donc, même si cette césarienne m'a laissé un goût amer et que voilà, j'ai mis du temps à digérer les choses, etc., ma physiologie, c'est que... ma philosophie, pardon, c'est que rien n'arrive par hasard. Et peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête. Peut-être que c'était ce dont on avait besoin et que c'était le chemin de vie de mon fils aussi. Et que... Voilà. Et puis, si j'avais pas vécu ça pour mon grand, est-ce que j'aurais cheminé vers un accouchement à domicile? Est-ce que j'aurais cheminé vers un accueil totalement naturel et simple pour mes jumeaux? Je sais pas, tu vois. J'ai pas la réponse, mais je pense que rien n'arrive par hasard. Donc c'est ok, j'ai accepté. Ouais, non, c'est bien de le prendre comme ça parce que, enfin, c'est sûrement ce qui... Ouais, la meilleure façon de voir les choses, donc... Ouais, totalement. Et puis, comme je t'ai dit, ne serait-ce que par rapport à moi en tant que femme, et là aujourd'hui, je me sens parfaitement légitime, et le fait d'avoir enfanté de cette manière-là, même par rapport au travail, parce que je suis chef d'entreprise aujourd'hui, même dans ma façon d'être avec les clients, avec les représentants, ça se ressent aussi. J'ai pris une assurance qui est incroyable, parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais, voilà, j'ai confiance en moi, Mais c'est incroyable. Même vis-à-vis de mon corps, en fait. Ouais. Même par rapport au complexe, par rapport à... Je suis totalement en face, quoi. Ouais, je pense que l'enfantement, ça peut vraiment, te casser, comme te surélever, comme c'est pas possible, quoi. Et on devrait toutes se sentir comme ça après un accouchement, en fait. Totalement. C'était trop, vraiment super, quoi. J'aime beaucoup. Mais j'ai une question, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu allaites tes deux enfants. Comment ça se passe? Donc, quand on en a 2, qu'on a envie d'allaiter, comment tu gères ça? Surtout au début, on va dire les 3 premiers mois, ou même le premier mois, comment tu fais? Ouais. Alors, au début, je repars un petit peu en arrière. J'ai allaité Aimé, pareil, jusqu'à 13 ou 15 mois, jusqu'à 5 ou 6 mois de grossesse. Donc, vu que la lactation n'était pas très très vieille, si tu veux, je m'étais dit, pour les jumeaux, ça se remettra facilement en place. Et en fait, je crois que j'ai eu la montée de lait au bout de 5 jours. Donc, ouais, c'était long. Surtout quand on a 2 qui... donc, ouais, je t'avouerai que la première semaine, c'était surtout... le soir ou la nuit, tu vois, parce que forcément, quand t'as 2 bébés, tu peux pas rester allongé avec eux. Donc, je savais plus comment me mettre. Je dormais assise avec les 2 au sein. Les débuts ont été un petit peu sport. Mais après, une fois que ça s'est mis en place, voilà. Il y a juste eu ce petit bémol, on va dire. Je pensais pas que ça mettrait aussi longtemps à se mettre en place. Mais bon, voilà, ils sont 2 en même temps. Il y a 2 fois plus de stimulation et puis il faut 2 fois plus de volume. Hein. Donc ça veut dire que tu as eu... donc ça veut dire colostrum pendant 5 jours, ça veut dire petit tété plus souvent, tout le temps, quoi, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a cette... je sais pas comment tu les prenais, il y a cette façon de faire avec les 2 ballons de rugby, en fait, chacun avec les pieds vers le bas, vers le dos. Mais bon, déjà moi avec un, j'avais du mal à le mettre comme ça. Ouais, je les mettais. J'avais acheté un coussin d'allaitement spécial que j'ai utilisé au moins au début pour me caler dans le lit assise pour essayer de dormir un peu la nuit, tu vois. Et puis très rapidement, moi je me cale en vrac, en fait. Je suis pas du tout coussin d'allaitement, au grand désespoir de ma sage-femme et de mon ostéopathe, mais je suis du style à m'asseoir en tailleur avec un truc sous le coude et je prends
comme ça vient, tu vois. Donc voilà, s'ils ont faim en même temps, je leur donne en même temps, mais c'est vrai que bien souvent, ils ont chacun leur moment. Et c'est bien parce que c'est notre moment, voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Et ça ne me demande pas forcément plus de temps parce que c'est pas des tétés de réconfort, sauf vraiment la petite tétouille avant de dormir. Mais sinon, c'est vraiment des tétés nutritifs. Donc, c'est rare quand ça excelle 10 minutes, quoi. Très, très rare. Ah ouais. Bah putain, heureusement. J'allais dire heureusement parce que si t'avais les deux, les deux en confort. Parce que moi, le mien, je peux te dire que j'étais le doudou. Et à un moment, je me suis dit, vers 13 mois, je me suis dit, bon, allez, là, c'est bon, quoi. J'aimerais bien avoir des vrais câlins au lieu d'être juste le doudou allaitement, tu vois. Et ouais, c'est pas évident. Et comment vous avez... est-ce que t'es proche, je sais pas, est-ce que tes parents, est-ce que ses parents à lui, est-ce qu'il y a des frères et sœurs, est-ce qu'il y a des gens à qui vous aviez dit en amont que peut-être vous irez, peut-être pas. Comment ça a été reçu, cette Anna? Alors, nos proches, c'est-à-dire nos amis, les tontons, tatis, parrain, marraine, quoi. C'est, ils nous connaissent un petit peu, hein. Donc, bon, ils n'ont pas été surpris. Forcément, il y a eu l'hallucination quand on a fait la visio après coup de nous dire, mais attendez, vous êtes chez vous? Mais quoi? Mais sinon, ça a été bien reçu dans le sens où ils nous connaissent, hein. Ils nous connaissent. Après, on choisit nos proches aussi de manière à ce qu'ils... Enfin, c'est pas choisir, je sais pas comment exprimer ça, mais on est en relation avec des gens qui nous ressemblent aussi, dans le sens où s'il n'y a pas le respect, on peut avoir des visions de la chose différente, mais il y a le respect de part et d'autre, si tu veux. Ouais. Donc, ils respectent qui on est et du coup, voilà, du moment que nous, on était bien et qu'ils étaient heureux pour nous, quoi. Après, forcément, après coup, il y en a avec leurs croyances, hein, aussi. Ah là là, mais quel risque, mais pourquoi Même que tout se soit bien passé. C'est ça. Et tu parlais de ce pédiatre, et est-ce que la maternité, ils t'ont rappelé ou rien du tout? T'as plus de nouvelles? Comment ça s'est passé? Non, c'est moi par correction, parce que du coup, ils nous avaient quand même donné rendez-vous, tu sais, tous les 2 ou 3 jours. C'est moi par correction, je les ai appelés quand même pour leur dire, au final, vous ne me verrez plus parce que j'ai accouché chez moi. Ah non, mais ok. Allez, salut. Ils ont ouais, très bien, hein. De toute façon. Pas plus. Après, j'ai juste l'obstétricienne échographe qui me faisait juste les échographies mensuelles, qui m'a appelée quand même parce qu'elle était curieuse et que voilà, on avait vu certaines choses aux échographies, notamment l'insertion. Mince, j'ai plus le terme. Vélamenteuse, pardon, du cordon de ma fille, le fait que est-ce qu'il y avait du vernix, est-ce qu'il n'y en avait pas, enfin voilà. Des petites choses comme ça, puis elle était curieuse quand même de savoir comment ça s'était passé, parce qu'elle, c'est pareil, elle a un peu... tout du long, elle a fait son travail, si tu veux, elle nous a parlé des risques, elle nous a parlé, et moi, tout du long, je dis et puis elle sentait bien que j'étais pas du tout réceptive au truc, tu vois, j'étais un peu sur la défensive. Donc voilà, elle était curieuse de savoir comment ça s'était passé, quoi. Est-ce que la sage-femme, elle t'a parlé, est-ce que tu parlais du cordon et tout, est-ce que c'est possible? Je te pose une question parce que les jumeaux, je préfère pas trop parler parce que je veux pas donner de conseils que je connais pas. Est-ce que la sage-femme t'a parlé, est-ce que c'est possible que ton premier est né, que le placenta sorte et qu'ensuite il y ait ton deuxième? Et que si c'est le même placenta, donc là c'est un peu un problème, mais est-ce que c'est possible que le placenta sorte entre les deux bébés? Écoute, ça fait partie des choses qu'on te dit en maternité, mais concrètement, voilà, moi pour avoir pas mal recherché dans la littérature scientifique concernant les jumeaux, j'ai pas spécialement trouvé. C'est comme l'histoire du jumeau soi-disant crocheté avec son frère qui reste coincé dans le bassin et ça c'est pareil, ça a été décrit dans la littérature, mais est-ce que c'est pas le seul cas qui a été observé exceptionnel qui fait que oui attention on risque alors qu'en fait ça arrive jamais? Je peux pas te dire.
Je peux pas te répondre. Après, je suis pas spécialiste. Je tiens juste à préciser une chose quand même, c'est que nous, on savait que tout allait bien. Voilà, j'étais à terme, les bébés allaient bien, moi j'étais en grande forme, enfin, tout était ouvert si tu veux. S'il y avait eu, je sais pas, un déclenchement spontané à 34 semaines, ou si on savait qu'il y avait des bébés qui étaient pas au top ou quoi, voilà, on aurait pris une décision différente. Mais là, sachant que tout allait bien, bah, voilà, deux bébés, c'est juste une variation de la norme, si tu veux. Donc on a laissé faire la nature. Et puis voilà, ben, quand tu vois comment ça se passe dans la nature, en fait, on sait faire, quoi. Oui. On sait faire. Donc, ben, on a laissé faire. Et tu disais, ta deuxième, c'est ta petite, hein, la deuxième qui est sortie. Oui. Elle était plus petite et elle est sortie en siège et elle est sortie comme ça en une fois. T'as trouvé que le passage était ouvert, entre guillemets, genre ton fils avait fait la place, ou c'est juste que c'était facile Ouais, je me suis pas posé de questions. Elle est sortie... Elle est sortie easy, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai de suite senti qu'elle était plus petite, si tu veux. On te dit souvent, un siège, il faut pas toucher. Enfin, voilà, ça, je le savais parce qu'elle se présentait en siège, donc je savais qu'elle allait certainement sortir en siège. Donc, voilà, je m'étais renseignée sur ça. Et je savais qu'un bébé en siège, il faut pas toucher, il faut laisser faire. Sauf que je sentais qu'elle arrivait tellement vite, en fait, que j'ai été obligée de mettre la main pour retenir un minimum ses fesses, si tu veux, parce que sinon, clairement, elle sortait dans les toilettes, hein. Donc, mais ouais, vu qu'elle était plus petite, forcément, je me dis, elle est passée encore plus facilement, quoi. Et tu l'as sentie bouger, parce que justement, d'un coup, elle avait de la place. Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton ventre Non. J'ai juste senti que les contractions reprenaient, mais tu l'as pas... souvent, la question qu'on me pose, c'est ah oui, mais du coup, comment vous avez fait? Ton mari, il a maintenu le bébé? Est-ce que vous êtes allé chercher? Est-ce que non, en fait. J'ai laissé faire la nature, puis bon, quand on laisse faire, le bébé il trouve la sortie vu que j'étais en position verticale. C'était une de mes inquiétudes de ma sage-femme libérale aussi, parce qu'elle a jamais vu ce genre de choses, quoi. Elle me dit ah oui, mais quand même le deuxième. Je dis attendez, j'ai une péri sur le dos, l'autre, le deuxième il se retrouve en mode piscine. Sur les tropiques dans le bidou, comment tu veux qu'il trouve la sortie? Non, mais c'est vrai. C'est clair, c'est vrai. Ouais. Donc là, voilà, en me mobilisant, ça s'est fait tout seul, quoi. Puis c'était vraiment pas un truc qui me... J'avais lu certains enfantements, alors ils sont très très rares, mais des enfantements libres de jumeaux, et j'ai lu que jusqu'à plusieurs heures, il peut y avoir jusqu'à plusieurs heures entre des jumeaux, et en fait c'est ok. C'est ok. Ouais, tant que justement il n'y a pas de cordon qui ressorte, pourquoi pas plusieurs heures entre les deux. Après ça c'est pareil, c'est des choses qui sont décrites, mais ces études elles sont faites en milieu hospitalier, donc c'est toujours pareil, il y a un minimum d'intervention à un moment donné, donc si on respecte à 100% la physiologie, comment ça se passe concrètement? Et là, voilà. Là tu vois, j'avais une discussion avec une birth keeper qui a beaucoup de connaissances sur le sujet, et je m'interrogeais sur ce point-là. Je disais mais si le fameux syndrome du jumeau transfuseur transfusé, c'était un risque, donc il y a des connexions d'artères qui se font entre les deux cordons, et il y a un des bébés qui peut être pompé au profit de l'autre. Et je lui demandais si elle avait des connaissances sur le sujet, s'il y avait des écrits scientifiques sur le sujet, parce que moi j'avais rien trouvé, parce que c'est un motif de déclenchement, hein. De cassure de courbe de celui qui aspirait, en gros. Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques? Est-ce que si on laisse... voilà, quelles sont les conclusions sur le truc? Quel est le risque, en gros, quoi? Et personne ne sait dire. Voilà. On applique des choses, mais... oui, parce qu'après, moi, je fais appel à mon bon sens. Quand je sais pas, quand j'arrive pas à trouver, je fais appel à mon bon sens, et puis je regarde ce qui se passe dans la nature et dans les autres pays. Voilà. Oui, parce que si on va pas voir avec des échos toutes les semaines, peut-être qu'on voit pas aussi ces choses-là. Donc, je veux dire, il y a bien des bébés comme ça qui naissent et on savait pas, en fait. Tout à fait. Mais c'est la réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps, tu vois, pour Anna Rose, il y a un moment donné, enfin, je sais plus sur quelle échographie, il y a il y a des espaces, tu sais, dans le cerveau qui sont censés se résorber après, et voilà, et
à un moment donné, elle l'a mesuré, elle dit, bon, ben ça s'est pas résorbé. Si ça s'est pas résorbé la prochaine fois, ben je vous enverrai sur Marseille, nanana. Et ça, c'est pareil, je me suis dit, ça nous a mis un coup de stress sur l'instant, mais autant on n'aurait pas eu ces échographies au milieu, ben on serait arrivé à la prochaine, ça n'aurait plus été là, et puis on n'aurait pas eu ce truc, tu vois. Donc, est-ce que la surveillance ne crée pas aussi plus de stress et ne crée pas plus de complications au final que le laisser faire, tu vois? Moi, je dis oui. De la prise en charge aujourd'hui. Et ouais, j'ai une amie pareil, elle avait des échos tous les mois sans aucune raison. Hein. C'était juste, je pense qu'il fallait justifier la facture du gynéco, tu vois. Et pareil, ils lui ont dit les reins, je crois que c'était machin, ils sont trop petits, je sais pas quoi, diabète, et au final rien du tout. Le coup d'après, elle le revoit, puis elle dit bah non, il y a rien, parce que c'était une autre échographiste. Et donc, en fait, elle a stressé pour rien pendant un mois, à se dire, mais alors, mais je suis diabétique, mais comment ça se fait, mais... Et en fait, rien du tout. Bah, nous, c'est pareil, tu vois, les estimations de poids, forcément, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait tant d'écart entre les deux jumeaux, parce que, voilà, sinon, ça va pas, on déclenche, ou... moi, j'ai une formation scientifique, si tu veux, donc je sais que quand on pointe de cette manière-là, en fait, il suffit de faire 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre, et ça pose totalement la donnée, si tu veux. Donc, c'est des estimations qui... Et bon, une fois de plus, ça revient à dire aussi que toutes les personnes qui ont un fémur qui fait 70 cm vont peser le même poids, tu vois. C'est totalement ridicule. Donc, non, mais voilà, comme tu l'as dit, c'est des estimations. On est tellement formaté par tout ça qu'on l'accepte et que ça nous paraît totalement normal, mais en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, c'est juste du bon sens et tu dis, ouais, bon, en fait, on s'en fout, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est... Tu te dis, oui, eux, ils savent, alors que non, c'est toi qui sais. J'ai dit, c'est pareil, mon fils, là, la pédiatre, il y en a une qui me dit, oh, il est petit et tout, il a une taille de 1 an, il avait 14 mois, un truc comme ça. Et puis je vais avoir une autre pédiatre qui est un peu plus en phase avec nous. Je passerai les détails, mais en tout cas dans notre philosophie, on va dire. Et elle me dit depuis la dernière fois, il a vachement bien grandi, il est trop bien, il est parfait. Et moi j'avais aucun souci. Il mange, il est super, il est trop content. Et elle vient nous mettre des fausses peurs dans la tête. Donc à un moment, de se faire confiance. Sinon, on sait que tout va bien. Et puis comme tu disais, les échographies, c'est des estimations et elles sont faussées par rapport, on peut pas non plus, ça dépend de l'angle aussi dans lequel le bébé il est, enfin on n'est pas dans du 2D là, on est dans du 3D. Non, puis, au-delà de ça, c'est pareil, on essaie de tout normaliser, de tout uniformiser, mais chaque femme est différente, chaque femme a son propre terme d'ailleurs, chaque femme va fabriquer des bébés différents, chaque bébé va avoir une morphologie différente, enfin voilà, et heureusement, parce que sinon on serait tous moulés pareil, enfin ce serait hyper chiant. Ouais, c'est clair. Non mais c'est ça pour moi, mais c'est... Du coup, moi ça me traumatisait pas, quoi, quand elle me dit, bon c'est parfait parce qu'ils ont pas beaucoup d'écart, mais je dis, mais même s'ils ont beaucoup d'écart, en fait, je veux dire, moi, quand j'étais gamine, tu vois, je vais comparer ça de manière très simple, hein, mais mes parents, ils avaient une chèvre qui a eu des petits, sur les deux, il y en avait un qui était plus petit. Et alors, il était bien. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal aussi avec les déclenchements qui sont juste pour les dates de terme, quoi. Parce que, je veux dire, on est bien d'accord pour dire qu'un enfant, il va grandir différemment, il va se développer différemment que son voisin. Pourquoi pas un bébé dans le ventre de sa mère? Pourquoi est-ce que c'est 41 semaines? Et d'où ça sort vraiment? Je vais te dire un truc très simple. Dans certains pays, ils laissent aller facile jusqu'à 43. Donc, il y a des femmes, tu sais très bien qu'elles vont faire tout leur bébé à 37 et d'autres, ça va être systématiquement 43. Aujourd'hui, en France, on déclenche pour tout et rien. Ouais, je sais. Pour tout et rien, sachant que le système digestif et le système céphalique se met en place principalement sur la faim. Donc, quand on prive un bébé de 15 jours, quel impact sur son développement moteur, sur son développement de microbiote, etc. Ouais, mais surtout on le prive de 15 jours, pourquoi? C'est ça ma vraie raison, quoi, ma vraie question. C'est quoi c'est un délire, le déclenchement, hein, c'est un délire. Ouais. Je cautionne pas du tout non plus. Ouais, moi aussi j'ai du mal. On estime que le placenta périme, les risques sont plus importants que les bénéfices. Non mais attendez les gars, 2 secondes, si la nature était si mal faite, on serait plus là aujourd'hui, quoi. C'est clair. C'est clair. À un moment donné, non, en plus personne. Si la gestation va jusqu'à ce point-là, c'est qu'il y a une raison. Oui. Et d'autant plus que tu sais qu'en France, on n'est plus censé parler de DPA. Ah non, ok. On est censé dire quoi?
De mois, moi je dirais le mois d'accouchement. C'est période. Ouais. Parce que, effectivement, eux, ils se basent sur le fait que le début de grossesse, ou l'ovulation a eu 15 jours après le premier jour des règles, mais il y a des femmes, ça va être 21, d'autres femmes, ça va être 5 jours après. Donc il y a déjà une marge d'erreur à ce niveau-là, si tu veux. Donc on n'est plus censé parler de DPA, mais de période probable d'accouchement. Oui, moi ça me convient déjà mieux ça. Tu vois, et ça c'est pareil. Et pourtant ça continue à être ancré et on continue à mettre un énorme stress aux femmes sur la fin de grossesse, alors que... Oui, c'est le stress. Moi, tu sais quoi, j'avais même pas, mais personne n'était au courant de ma date. J'avais dit, ouais, fin février, début mars. Personne, même pas ma mère n'était au courant. Personne, à part d'ailleurs. Tranquille. Ah ouais, tranquille. J'avais pas du tout envie qu'on m'embête, en fait, le jour alors. Elle est pas arrivée. Bon, il est arrivé une semaine avant, de toute façon, mais ouais, c'est ça, moi, j'étais en Angleterre, c'était 40 semaines. Ici, c'est 40. Au Kenya, c'est 42. C'est quoi dans les autres pays? Juste, voilà, entre 37 et 43. C'est bien, ça, non? Comme date. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça en France, le fait qu'on vole la fin de grossesse aux femmes. Et puis, je dis l'impact, mine de rien, du stress que ça cause, etc. Pour moi, c'est pas anodin du tout. On te parle de risque de complications, de stress, on te fait venir 25 points la matière, etc. Forcément, il y a un moment donné où la pensée est créatrice. Donc, c'est ça. Je donnais un exemple la dernière fois en story. J'ai dit à un enfant tous les jours que c'est une grosse merde. Regarde comment va évoluer l'enfant. Tu le feras jamais, bien entendu, mais c'est du bon sens. Fais croire à une mère qu'elle va avoir des complications, que son corps n'est pas capable et machin tout le long de la grossesse. Forcément, ça peut que mal se passer à l'arrivée, en fait. Oui, puis le déclenchement, ça affecte les hormones, donc ça affecte tout le travail, quoi. Donc, toi, c'est du bon sens aussi. Mais oui. Mais après, on dirait qu'ils ont besoin de tout contrôler, alors qu'au final, laisser faire. Après, moi, je leur jette pas la pierre en soi, si tu veux, dans le sens où ils sont formés à la pathologie et on leur a appris que ça, en fait. Donc pour eux, au contraire, c'est le fait de pas intervenir qui est dangereux et qui est totalement inconscient. Après, moi, ce que je reproche un peu plus aux professionnels de santé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on sait comment ça fonctionne et il y a des préconisations. Mais qu'en France, on continue à faire un dépit du bon sens et à appliquer des protocoles qui sont obsolètes depuis plus de 20 ans. Voilà. Je donnerai comme exemple le cordon qui est toujours clampé directement, alors qu'il y a un nombre d'études qui montrent les bénéfices de le laisser. Ça, ce serait le premier protocole à changer quand même. Je comprends toujours pas. Ouais. Tout à fait. Et toi, par rapport à justement des jumeaux, c'était quoi le protocole qu'il te proposait? Est-ce que tu étais obligé d'avoir une péri? Est-ce que tu étais obligé de déclencher? Franchement, je me souviens même plus dans le détail. On en a même pas parlé parce que je voulais pas. Dans tous les cas, c'est pas eux qui auraient décidé. Mais dans les 3/4 des maternités, après il y a toujours des exceptions, je pense. Mais dans les 3/4 des maternités, on te dit bien entendu péridurale obligatoire. Ou si tu joues sur les mots, tu leur dis non, il n'y a rien d'obligatoire. Ah oui, mais c'est fortement conseillé. Et si tu leur dis pourquoi, ils te disent pour intervenir au cas où. Oui, mais peut-être que c'est la péridurale justement qui va faire que vous allez devoir intervenir par la suite. Oui, sûrement, oui. Bref, voilà. Donc c'est péridurale fortement conseillé. En général, c'est accouchement au bloc. En général, tu as au minimum 4 ou 5 personnes dans la pièce parce que c'est x2 à chaque fois pour enfants. Donc tu as 2 sages-femmes, tu as l'obstétricien, tu as 2 auxiliaires puères, etc. Quoi d'autre? Ces déclenchements forcément à 38 ou 39 en fonction des matières et de leur protocole à la con. C'est monitoring en continu, c'est ocytocine obligatoire parce que très très gros risque d'hémorragie de la délivrance. Oui, la preuve c'est que j'ai beaucoup moins saigné que pour mon deuxième, alors que j'avais une cicatrice 2 fois plus grosse. Bref, c'est tout ça. Tout un début du bon sens, mais et le truc c'est que moi après j'ai rien contre la médicalisation quand elle est nécessaire, si tu veux, mais tu essayes de rentrer en discussion avec eux, tu leur dis mais si tout se passe bien en fait, ah non mais c'est comme ça, non en fait, non c'est mon corps, c'est moi qui décide. C'est ça. En tout cas c'est super que tu nous aies partagé que autre chose est possible, autre chose est possible et que ça peut se passer encore mieux que quand c'est surmédicalisé, quoi. Pour des jumeaux. Moi, je parle des jumeaux. Si t'en avais eu qu'un, je dirais même pas ça. Mais là, on parle de jumeaux, on croit que c'est toujours très compliqué, etc. Mais
En fait, c'est peut-être parce que justement, on met trop de choses autour, trop de protocoles, alors que au final, c'est peut-être comme un autre. C'est juste qu'on a deux. Après, si tu veux, il y a des choses qui sont avérées. C'est sûr que grossesse gémellaire, c'est quand même une grossesse qui est un petit peu plus difficile. Les maux sont un peu plus importants. Tu as un risque d'accouchement qui est quand même prématuré et plus important que pour une grossesse classique. Ça, ce sont des faits avérés. Mais quand on dit aux gens, ouais, mais une grossesse gémellaire, c'est une grossesse qui va pas forcément à terme, c'est pas vrai en fait. C'est juste qu'on les laisse pas aller jusqu'au terme. Mais des fois aussi, j'ai lu des témoignages de nénettes qui ont dépassé les 40 semaines d'aménorrhée avec des jumeaux, quoi. Et je me permets juste une petite parenthèse, mais justement tout mon cheminement et ce qu'on a vécu, je me dis c'est pas par hasard en fait, parce que le fait de passer par une césarienne, en général on te dit oui c'est césarienne après derrière. Nous on a eu la grande chance d'avoir un accouchement à domicile, et de l'accouchement à domicile, sans ça on n'aurait jamais pu faire un accouchement non assisté, tu vois, on s'en serait jamais senti capable, et puis ça nous aurait peut-être jamais traversé l'esprit non plus. Donc je me dis, si on a cheminé, et si la vie nous a offert des jumeaux, et si on nous a offert ça, c'est pas par hasard, tu vois. Et je suis en train de petit à petit lancer les réseaux, et si tu savais le nombre de femmes qui m'écrivent en me disant mais merci parce que tu nous redonnes confiance, ou mais purée je savais pas que je pouvais refuser, mais c'est vrai, ça se passe comme ça, et tu vois, en fait il y a une telle désinformation et une telle méconnaissance Totalement. et désinformation sur le sujet. Oui. Que je me dis, tout ça ne nous est pas arrivé par hasard. Et là, maintenant, même par rapport à ma vie de maman entrepreneuse avec 4 enfants et puis des jumeaux à gérer, j'essaie de véhiculer une autre image sur les réseaux, parce que quand je disais que j'étais enceinte, déjà, c'est oh là là, bon courage, c'est tout le travail. Et puis même aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est une malédiction, quoi. Mais les gars, non, c'est une bénédiction. De bébé d'un coup, vous vous rendez pas compte, c'est juste ouf à vivre. Non, c'est vraiment un cheminement magnifique, quoi. Et en fait, ces femmes qui viennent te voir, c'est de toi il y a 8 ans, qui savaient pas toutes ces choses. Et puis moi j'ai eu besoin de me nourrir aussi de positif, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manquement sur le sujet, quoi. Autour des jumeaux, il y a une telle méconnaissance, donc je me suis dit tu peux pas garder ça pour toi. Faut que tu transmettes à ton tour, quoi. Ouais. Faut que tu transmettes à ton tour. Ah mais moi quand j'ai vu ton récit, j'essaie de faire ça à mon niveau, quoi. Ouais. sur le je crois que c'est le groupe d'Anna, quand je l'ai vu, j'ai dit des jumeaux en Anna. Oh my god. Et je me suis dit, j'essaie vraiment de la seule chose sur ce podcast, c'est que l'accouchement a été vécu de façon positive. Ça peut être n'importe quel type, mais que ce soit positif. Et là, je me suis dit, mais alors, ça a l'air magnifique, son récit. Et en plus, c'est des jumeaux. Il faut que le monde à mon échelle sache. On est tellement habitués à l'hypermédicalisation que ça nous paraît mais totalement extraordinaire, alors que moi, comme je l'expliquais, il y a rien eu de plus banal et de plus simple au final. C'est notre extraordinaire histoire banale, quoi. Voilà, Mais c'est ça, la banalité d'un accouchement. Mais désarmant. Combien de fois je l'entends pour les accouchements, soit vraiment très très physio en structure, ou alors en Anna. Mais la banalité, c'est ça, je l'entends. J'ai rien fait. La banalité, je me dis, mais pourquoi on a tellement de peur? Pourquoi il y a tellement de choses, alors qu'en fait c'est facile, c'est comme aller aux toilettes, c'est comme... C'est ça, le lâcher prise et le laisser faire. Après, moi je suis quelqu'un de très mental, donc il a fallu aussi que j'arrive à déconnecter. Mais après, j'ai jamais vraiment déconnecté lors de mes enfantements. J'ai toujours, alors on peut appeler ça de l'auto-hypnose ou ce que tu veux, mais je me suis toujours parlé, lâche le cou, bouche-moi, le machin, vas-y, souffle. Mais je pense que le fait de m'être baigné de positif et de confiance, ça, parce que souvent on me dit oh là là, t'es chanceuse d'avoir vécu ça. Non, j'ai travaillé quand même. Parce que je veux dire, sur le plan physique et hygiène de vie, j'ai fait ce qu'il faut. Sur le plan alimentation, nutrition, j'ai fait ce qu'il faut aussi. Et puis après, j'ai entre guillemets préparé mon mental en m'entourant de positif, et je pense que ça conditionne forcément. Après, bien sûr, il y a des complications qu'on ne peut pas maîtriser. On est d'accord avec ça. Mais quand tout va bien et quand on fait en sorte que tout aille bien, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça aille bien à la clé. C'est ça.
Ouais, j'ai une amie là qui a des jumeaux et j'ai vu sa grand-mère hier par hasard dans le village et j'ai compris que c'était, après peut-être je me trompe, mais j'ai compris qu'il y avait une date, tu vois, précise. Et ouais. Et là je me suis dit, j'ai pas voulu commencer la conversation avec cette grand-mère, hein, mais je me suis dit je vais lui envoyer cet épisode avant même qu'il sorte, tu vois. Je lui ai dit, tiens, écoute ça. Ouais, mais c'est les trois quarts des gens. Hein. Même nous, parce qu'on a une entreprise, donc quand les gens viennent, alors, vous accouchez quand je sais pas. Ah, mais vous êtes pas déclenché? Bah non, pourquoi? Et pareil, hein, la veille, quand je suis arrivée aux urgences, quand on est allé à la mater pour le contrôle, je dis bon, bah alors vous accouchez quand? Bah j'accouche pas. Mais comment ça, vous avez pas une date pour le déclenchement? Bah non. Ah. Bah on va vous en mettre une alors. C'est quoi votre agenda? Pourquoi faire? Ouais, non, c'est vraiment donc, bien ancré. Je les ai bien perturbés quand même. J'imagine. Bon, en tout cas, si tu retournes un de ces jours pour quoi que ce soit, puis tu les revois, tu leur dis j'ai accouché toute seule sans mon déclenchement, sans rien, et ça s'est super bien passé. Ah mais moi je rêverais de créer un projet d'information et d'échange et quand je vois ce que fait Ninanar avec son film. En fait, c'est un film d'utilité publique et je me dis, mais purée, toutes les personnes qui travaillent en maternité devraient voir ce film, en fait. Puis là, c'est pas juste un truc d'hurluberlu et non, c'est chiffres à l'appui, quoi. Ouais. Chiffres à l'appui, avec les explications scientifiques, et c'est aussi ça mon objectif en partageant notre histoire, c'est montrer que il y a pas que les femmes connectées à leur féminin sacré et aux étoiles qui accouchent dans les ruisseaux. Ça peut être juste aussi non, je suis chef d'entreprise, je suis quelqu'un de tout à fait lambda et je souhaite juste accoucher de mes enfants et mettre au monde mes enfants dans des conditions totalement douces, parce que ça on n'en parle pas souvent en fait, mais moi je trouve que ce qui se passe en maternité pour les bébés c'est extrêmement violent. Ouais. T'es dans un milieu chaud, t'es contenu, t'écoutes que le cœur de ta mère et d'un seul coup on te tire par les pieds ou on te tire par la tête avec des gants en plastique, on colle la lumière dans la tronche, on te frotte le dos pour te faire crier, c'est donc si on te prend pas par les pieds pour te mettre sur le ventre de ta mère, on t'y laisse 30 secondes et puis on te retire, on te coupe c'est voilà, aussi sec derrière, on va t'aspirer un peu la gorge, on va te coller le collier dans les yeux et puis te regarder la température dans le l'unus, je trouve ça hyper violent en fait. Nous on ferait ça à un adulte, ça va pas la tête ou quoi? C'est clair. Mais pourquoi on fait ça à nos nourrissons? Parce que, tu vois. Et puis là, tu parles de gants, mais quand c'est pas des spatules ou une ventouse sur la tête. Hein. Oui, voilà. Non, là, je te parlais d'un accouchement. Ouais. Le délire de frotter le dos des bébés pour les faire pleurer, mais c'est ultra violent. Moi, ces vidéos, dans notre inconscient, c'est normal. Normal, c'est ça. Mais moi, quand je vois ça, mais ça me choque. Quoi. Moi aussi. Je suis, mon Dieu, mais pauvre petit, quoi. Oui, de penser qu'il faut absolument qu'il pleure, mais tous ces accouchements doux, respectés, en fait, le bébé, des fois, il pleure pas, en fait. Et puis, il est vivant, hein. Totalement. Il y a encore du travail à faire, mais c'est avec des gens comme toi, avec des épisodes comme ça, qu'on va pouvoir peut-être changer les consciences. J'espère. Et puis j'en reviens à ce que je te disais, moi je rêverais de réussir à faire quelque chose dans ce sens-là. Alors pour l'instant, je sais pas trop comment ni par quel bout le prendre, parce que j'ai aussi ma vie de maman et puis de chef d'entreprise à côté. Mais j'essaie déjà de démocratiser un petit peu l'information à mon niveau via les réseaux. Et puis, je sais pas, peut-être qu'un jour l'occasion se présentera pour monter une association ou faire partie de quelque chose, ou je sais pas, voilà. Bon. J'ai envie d'apporter un peu de positif et un peu de bon sens dans ce monde qui part totalement en vrille. C'est ça. Ouais. Il y a du travail, mais bon, on commence tranquillement. Et puis, la France a un peu des années à rattraper là par rapport à d'autres pays, mais on y travaille. On y travaille tout un petit peu comme on peut à notre façon. Merci beaucoup, Clotilde. C'était vraiment super d'entendre tout ça et waouh, des jumeaux à la maison, toute seule. Ce sera une première. Merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. À bientôt, ouais. Peut-être. Oui. Non, il n'y en aura pas d'autres. C'est fini. T'es sûre? Je laisse ma place. Ok. Bon, à bientôt pour autre chose. Alors, quand tu auras trouvé ce que tu voudras faire, tu viendras nous parler de ça. Merci.
Merci à toi. Un grand merci Clotilde pour ton témoignage de jumeaux dans la douceur de ton foyer. Je suis persuadée que ton récit va faire bouger les choses. Et j'espère que les parents, les futurs parents qui attendent des jumeaux et qui ne sont pas alignés avec la surmédicalisation seront inspirés par ton expérience, même si c'est en maternité pour se rassurer. Il y a de nombreuses vidéos d'accouchement à la maison de jumeaux sur Instagram. Je vous invite à aller les voir pour encore plus d'inspiration et de déconditionnement. À mercredi!